Une deuxième perspective de recherche vise à recueillir les indices d'oralité tels que les a définis Paul Zumthor. Par indice d'oralité, j'entends tout ce qui, à l'intérieur d'un texte, nous renseigne sur l'intervention de la voix humaine dans sa publication. Je veux dire dans la mutation par laquelle ce texte passa une ou plusieurs fois d'un état virtuel à l'actualité et désormais exista dans l'attention et la mémoire d'un certain nombre d'individus. Ces indices d'oralité déposés à l'intérieur des textes ne sont pas des représentations de pratiques de l'oralité, mais des dispositifs explicites ou implicites qui assignent au texte des destinataires qui lisent à haute voix et écoutent lire. Ils peuvent être indiscutables. Ainsi, quand une notation musicale indique que le texte doit être chanté, ils peuvent être simplement probables, comme dans le cas des textes qui s'adressent à un double public, ceux qui liront et ceux qui entendront lire. Dans toutes les langues européennes, un couple de verbes toujours associés marque cette double réception. To read et to hear, ver et oír, leer et escuchar, pour voir et écouter. Les prologues, les avis au lecteur, les titres de chapitres indiquent très fréquemment cette double destination et double circulation du texte. D'autres indices inscrits dans la structure formelle des œuvres peuvent également suggérer la destination orale des textes. Nombre d'œuvres anciennes, à commencer par les plus grandes, telles Don Quichotte, sont organisées en courts chapitres, parfaitement adaptés aux nécessités de la performance orale, qui suppose une durée limitée pour ne pas fatiguer l'auditoire et l'impossibilité pour les auditeurs de mémoriser une intrigue trop complexe. Les chapitres brefs, qui sont autant d'unités textuelles, peuvent être ainsi pensés comme des unités de lecture fermées sur elles-mêmes et disjointes. William Nelson a ainsi montré comment la réécriture de certaines œuvres, l'Amadigi de Bernardo Tasso ou l'Arcadia de Spencer, peuvent être comprises comme l'ajustement de l'œuvre aux contraintes de lecture à haute voix, à une époque où celle-ci est une forme majeure de la sociabilité lettrée. Le découpage du texte en unités plus courtes, la multiplication d'épisodes autonomes, la simplification de l'intrigue sont autant d'indices de cette adaptation de l'œuvre à une modalité essentielle de sa transmission. Il en va sans doute de même pour nombre d'œuvres anciennes, en vers ou en prose, en particulier les recueils de nouvelles où coïncident l'énonciation fictive mise en scène qui imagine la réunion de plusieurs conteurs en un lieu clos avec les conditions réelles de leur circulation par la lecture à haute voix. La ponctuation, une autre voie de recherche est plus technique et plus spécifique. Elle s'attache aux transformations de la ponctuation en partant de l'hypothèse du passage d'une ponctuation d'oralisation à une ponctuation grammaticale, ou comme l'écrit William Nelson, de la mutation, qui date de la fin du XVIIe siècle, qui fait que la ponctuation d'oralisation indiquant les pauses et les hauteurs a été ensuite supplantée par une ponctuation syntaxique. Vérifier cette hypothèse soulève une difficile question préalable. À qui doit-on attribuer les formes graphiques et orthographiques des éditions anciennes? Ce qui est posé de façon plus large, le problème des différentes interventions qui donnent ces formes matérielles au texte imprimé. Selon les diverses traditions d'études, l'accent n'est ni placé ni sur le même moment du processus d'édition, ni sur les mêmes acteurs. Pour la bibliographie, dans sa définition anglo-saxonne, les choix graphiques et orthographiques sont le fait des compositeurs. Les ouvriers typographiques des ateliers anciens n'avaient pas tous la même manière d'orthographier les mots ou de marquer la ponctuation. De là le retour régulier des mêmes formes dans les différents cahiers du livre, en fonction des préférences quant à l'orthographe, la ponctuation ou la mise en page du compositeur qui en a composé les pages. C'est pourquoi les spelling analysis et les compositor studies, qui permettent d'attribuer la composition de telle ou telle feuille ou de telle forme à tel ou tel compositeur, ont constitué avec l'analyse de la récurrence des caractères endommagés l'un des moyens les plus sûrs pour connaître le processus même de fabrication du livre, soit seriatim, c'est-à-dire en suivant l'ordre du texte, soit par forme, c'est-à-dire en composant les pages dans l'ordre où elles apparaissent dans chacune des deux formes nécessaires à l'impression des deux côtés d'une feuille,
ce qui permet une impression plus rapide, mais ce qui suppose aussi un calibrage précis de la copie. Dans cette perspective de recherche, fondée sur l'examen de la matérialité des ouvrages imprimés, la ponctuation est considérée, à l'instar des variations graphiques et orthographiques, comme résultant non des volontés de l'auteur qui a écrit le texte, mais des habitudes des ouvriers qui l'ont composé pour qu'il devienne un livre imprimé. Dans une seconde perspective, celle de l'histoire de la langue, l'essentiel se joue ailleurs, dans la préparation du manuscrit pour la composition, telle qu'elle est opérée par les correcteurs, qui ajoutent capital, accent et ponctuation, qui normalisent l'orthographe, qui fixent les conventions graphiques. S'il reste le résultat d'un travail lié à l'atelier typographique et au processus de publication, les choix quant à la ponctuation ne sont plus ici assignés aux ouvriers compositeurs, mais aux lettrés, clercs, gradués des universités, maîtres d'école, employés par les libraires et imprimeurs pour assurer la plus grande correction possible de leurs éditions. Paolo Trovato a rappelé combien était importante pour le succès d'un livre, dans l'Italie du Quattrocento et du Cinquecento, l'exactitude de sa correction, soulignée par la formule « con ogni diligenza corretto », le corriger avec tout le soin possible. D'où le rôle décisif des correcteurs, dont les interventions se déploient à plusieurs moments du processus d'édition. La préparation du manuscrit qui sert de copie pour la composition, la correction des épreuves, les corrections en cours de tirage à partir de la révision des feuilles déjà imprimées, tous les différents états des pages appartenant à une même forme, dans une même édition, ou l'établissement des errata en leurs deux formes, soit les corrections à la plume, soit les exemplaires imprimés, soit les feuillets d'errata ajoutés à la fin du livre, qui permettent au lecteur de corriger lui-même son propre exemplaire. Dans une lettre à son ami Loisel, en avril 1586, Étienne Pasquier décrit pour le pire le rôle des correcteurs et le mécontentement qu'il produit chez les auteurs. Or, quel que soit mon livre, je le vous envoierai soudain, qu'il sera achevé d'imprimer. Je m'assure que trouverez plus de fautes en l'impression que je ne voudrais, car quel livre peut-on imprimer de nouveau qui n'y soit infiniment sujet? L'on envoie à l'imprimeur ses copies les plus correctes que l'on peut, qui passent premièrement par les mains du compositeur. Ce serait certes un vrai miracle que sans faute il peut assembler toutes les lettres. C'est pourquoi on lui baille pour contrôleur un homme qui prend le titre de correcteur, auquel on présente la première épreuve. S'estui pour l'opinion qui a de sa suffisance. Se donne quelquefois juridiction sur les conceptions de l'auteur, et en les voulant rapporter aux siennes, les intervertit, et or est-ce qu'il ne se donne cette loi, si est-ce que son œil se peut écarter. Et même s'il ne se donne pas cette loi, il se peut que son œil faillisse, qui est la cause pour laquelle on a recours pour la seconde épreuve à l'auteur. Mais au du tout, on ne le trouve point. Si on ne le trouve, c'est au milieu d'autres empêchements pour lesquels il ne peut y avoir l'esprit bien tendu à cette correction. Le rôle des correcteurs dans la fixation graphique et orthographique de la langue a été beaucoup plus décisif que les propositions de réforme de l'orthographe avancées par les écrivains qui voulaient imposer une écriture orale entièrement commandée par la manière de dire. L'écart est grand, en effet, entre la modération des solutions choisies pour les éditions imprimées et la hardiesse des réformations suggérées par les auteurs de la Pléiade. Ronsard, par exemple, propose dans son abrégé de l'art poétique François de supprimer toute orthographie superflue, c'est-à-dire toutes les lettres qui ne se prononcent pas, de transformer la graphie des mots afin de la rapprocher de la façon dont ils sont dits. Ainsi, rose avec un Z, qualité avec un K, France avec un S, langage avec un J. Ce qui rendra inutile le Q et le C, et d'introduire en français le WL ou le N espagnol, le tilde. Pour introduire en français le WL et le N espagnol avec le tilde, pour bien marquer la prononciation de mots comme orgueilleux ou monseigneur. Dans l'avis qu'il adresse à son lecteur en préface aux 4 premiers livres de la Franciade, il exprime le même souci de lier étroitement forme graphique et manière de lire.
Je te supplierai, avec un Y, seulement d'une chose, lecteur, de vouloir bien prononcer mes vers et accommoder ta voix à leur passion, et non comme quelques-uns les lisent, plutôt est à la façon d'une missive ou de quelques lettres royaux que d'un poème bien prononcé, et te supplie encore d'heure chef, où tu verras cette marque, point d'exclamation, vouloir un peu lever ta voix pour donner grâce à ce que tu liras. À distance de ces propositions radicales, la pratique des libraires et des imprimeurs, si elle conserve quelques liens avec l'oralisation, limite les innovations à la fixation de la longueur des pauses. Le texte fondamental est ici celui de l'imprimeur et auteur Étienne Dolet, intitulé « La ponctuation de la langue françoise ». Il définit en 1540 les nouvelles conventions typographiques qui doivent distinguer selon la durée de l'interruption et la position dans la phrase le point à queue ou virgule, le comma ou point virgule, lequel se met en sentence suspendue et non du tout finie, et le point rond ou point final qui se met toujours à la fin de la sentence, auquel s'ajoute l'interrogant ou point d'interrogation et l'admiratif ou point d'exclamation. Une telle distribution de la ponctuation renvoie à la fois aux divisions du discours et à la parole lectrice. Il faut entendre que tout argument et discours de propos soit ordinaire, soit poétique, est déduit par période. Période est une diction grecque que les latins appellent clausula ou compra et ansio, c'est-à-dire une clausule ou une compréhension de parole. La période, ou autrement clausule, est distinguée et divisée par les points dessus dits, et communément ne doit avoir que 2 ou 3 membres, car si par sa longueur il excède la laine, pour haleine au sens de souffle, de l'homme, il est vicieux. Les dictionnaires de langue de la fin du XVIIe siècle enregistrent l'efficacité du système proposé par Dolet, enrichi des 2 points qui indiquent une pause d'une durée intermédiaire entre le comma ou point-virgule et le point final, mais aussi la distance prise entre la voix lectrice et la ponctuation, considérée désormais selon le terme du dictionnaire de Furetière comme une observation grammaticale qui marque les divisions du discours. Dans les exemples d'emploi qu'il propose, ce même dictionnaire de Furetière, publié en 1690, indique « Ce correcteur d'imprimerie entend fort bien la ponctuation et l'exactitude de cet auteur va jusque-là qu'il prend soin des points et des virgules. » Si le premier exemple assigne très normalement la ponctuation à la compétence technique propre aux correcteurs employés par les imprimeurs, le second implicitement renvoie au désintérêt ordinaire des auteurs pour la ponctuation. Ce second exemple signale toutefois qu'il est des auteurs attentifs à la ponctuation de leurs textes. Est-il possible de trouver trace de cette exactitude dans les éditions imprimées de leurs œuvres ? Sur le cas de Molière, il serait très risqué de lui attribuer trop directement les choix de ponctuation tels que les donnent les éditions originales de ces pièces, puisque comme on l'a montré pour l'édition de 1660 des Précieuses ridicules, il varie selon les différentes feuilles, voire les différentes formes au gré des préférences des compositeurs. Pourtant, les écarts de ponctuation qui existent entre les premières éditions des pièces, publiées peu de temps après leur première représentation parisienne, et les éditions postérieures, permettent de reconstruire, sinon les intentions de l'auteur, du moins les modalités visées de la destination du texte imprimé. On sait les réticences de Molière devant la publication imprimée de ces pièces. Avant les Précieuses ridicules et la nécessité de devancer la publication du texte par Saumaise et Riboud, faite à partir d'une copie dérobée et sous le couvert d'un privilège obtenu par surprise, jamais Molière n'avait voulu livrer l'une de ses comédies à l'impression. Sans la menace de se voir imprimé malgré lui, il en aurait été de même avec les Précieuses. Il s'en explique dans la préface à l'édition. Et quand j'aurais eu la plus mauvaise opinion du monde de mes Précieuses ridicules, avant leur représentation, je dois croire maintenant qu'elles valent quelque chose, puisque tant de gens ensemble en ont dit du bien. Mais comme une grande partie des grâces qu'on y a trouvées dépendent de l'action et du ton de voix, il m'importait qu'on ne les dépouillât pas de ces ornements. Et je trouvais que le succès qu'elles avaient eu dans la représentation était assez beau pour en demeurer là. Il y avait au refus de la publication des pièces des raisons financières, puisqu'une fois publiées,
Une pièce peut être jouée par n'importe quelle troupe, mais aussi des raisons esthétiques. Pour Molière, en effet, l'effet du texte du théâtre tient tout entier dans l'action, c'est-à-dire dans la représentation. L'adresse au lecteur qui ouvre l'édition de L'Amour médecin, représentée à Versailles, puis sur le théâtre du Palais Royal en 1665, et publiée l'année suivante, souligne l'écart entre le spectacle et la lecture. Il n'est pas nécessaire de vous avertir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées, et je ne conseille de lire celles-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. La ponctuation n'est-elle pas l'un des rapports possibles avec l'image et la didascalie pour que soit restitué dans le texte imprimé et sa lecture quelque chose de l'action, comparée systématiquement à celle adoptée dans les éditions postérieures, non seulement au XIXe siècle, mais aussi dès le XVIIe, voire de la fin du XVIIe, dès le XVIIIe, voire de la fin du XVIIe. La ponctuation des premières éditions des pièces de Molière atteste clairement son lien à l'oralité, soit qu'elle destine le texte imprimé à une lecture à haute voix ou à une récitation, soit qu'elle permette au lecteur qui lira en silence de reconstruire intérieurement les temps et les pauses du jeu des acteurs. Le passage d'une ponctuation à l'autre est loin d'être sans effet sur le sens même des œuvres. D'une part, les ponctuations premières, toujours plus nombreuses, caractérisent différemment les personnages. Ainsi, la virgule présente dans l'édition de 1669 est disparue ensuite après le premier mot « gros » dans ce vers de Tartuffe. Gros, virgule, et gras, virgule, le teint frais, virgule, la bouche vermeille. Acte 1, scène 4, vers 233. Ou la multiplication des virgules et des capitales qui distinguent les manières de parler du maître de philosophie et du maître de danse dans le bourgeois gentilhomme. D'autre part, les ponctuations des éditions originales donnent des pauses qui permettent les jeux de scène. Par exemple, dans la scène des portraits du misanthrope, l'édition de 1667 contient 6 virgules de plus que les éditions modernes, ce qui permet à Célimène de détacher les mots, de prendre des pauses, de multiplier les mimiques. Enfin, ces ponctuations originelles mettent en évidence des mots chargés d'une signification particulière, alors que les deux derniers vers de Tartuffe ne comportent aucune virgule dans les éditions modernes. Il n'en va pas ainsi dans l'édition de 1669, et par un doux hymen couronné en Valère, la flamme d'un amant généreux et sincère. Le dernier mot de la pièce sincère est ainsi clairement désigné comme l'antonyme, celui qui figure au titre, le Tartuffe ou l'imposteur. Cette ponctuation abondante et qui indique des pauses plus nombreuses et généralement plus longues que celles retenues ensuite, enseigne au lecteur comment il doit lire, comment il doit dire ou lire les vers et faire ressortir un certain nombre de mots, généralement dotés de capitales d'imprimerie, elles aussi imprimées, elles aussi à supprimer dans les éditions postérieures. L'enquête ici esquissée soulève plusieurs problèmes généraux. Le premier est de la datation du passage de la ponctuation rhétorique à la ponctuation grammaticale. S'organise-t-il selon une trajectoire chronologique unique dans un moment décisif serait la fin du XVIIe siècle? Obéit-il à des rythmes différents selon les genres, ou bien encore selon l'hypothèse formulée par Philippe Gasquel à propos du masque de Milton Comus? Ne faut-il pas rapporter ces variations aux diverses destinations contemporaines les unes des autres d'un même texte? Second problème, celui des raisons et des dispositifs qui portent les tentatives de restauration de la ponctuation d'oralisation au XVIIIe siècle. Benjamin Franklin est de ce point de vue exemplaire. En imaginant divers dispositifs qui permettront de maintenir le rôle de l'orateur public au sein d'un peuple dispersé, il s'efforce de concilier la nouvelle définition de l'espace public et politique qui a les dimensions d'une vaste république et la force traditionnelle de la parole vive, adressée aux citoyens réunis pour délibérer. D'une part, les auteurs des discours publics sont invités à faire usage dans leurs écrits des genres les plus directement liés à l'oralité, le proverbe, le dialogue, la lettre, qui appartient au genre oratoire.
D'autre part, l'apprentissage de la lecture à haute voix, qui enseigne la durée des pauses et des hauteurs de voix, doit devenir un élément fondamental du curriculum scolaire. Enfin, une réforme des conventions typographiques doit rendre plus facile l'oralisation des textes. Grâce à une typographie expressive qui joue avec les italiques, les capitales mises à certains mots, ou une ponctuation nouvelle, par exemple avec l'introduction en anglais, des points d'exclamation ou d'interrogation inversés propres à l'espagnol, qui placés en début de phrase indiquent d'emblée comment poser la voix. En mobilisant ces ressources qu'il connaissait bien puisqu'il avait été imprimeur, Franklin s'efforce de rapprocher le plus possible les discours imprimés des performances oratoires et du coup de permettre à des orateurs différents de reproduire à l'identique, en différents lieux, la parole originale. Grâce à la lecture à haute voix, grâce à la typographie expressive, le public orator pourra être comme démultiplié, comme présent en son absence même. À l'inverse de Condorcet ou de Malesherbes, méfiant à l'égard des passions et des émotions qu'engendre la rhétorique oratoire, et pour cela laudateur de la supériorité de l'écrit imprimé, Franklin pense possible de surmonter une contradiction apparemment insoluble. Comment organiser autour de la parole un espace public qui ne soit pas nécessairement enfermé dans les limites d'une cité à l'antique? Dans le prologue de la Comedy of Pyramus Saint-Tisbe, dans le songe d'une nuit d'été, une mauvaise ponctuation fait dire à Keynes le contraire de ce qu'il voudrait et de ce qu'il faudrait. If we offend, it is with our good will, that you should think we come not to offend. Si nous vous déplaisons, c'est notre intention. Ne pensez pas que nous ne voulons pas le faire, car c'est notre intention de vous montrer notre simple savoir-faire. Tel est de notre fin de vrai commencement. Alors que la ponctuation correcte de ces mêmes vers donnerait un sens contraire, sans qu'un seul mot soit changé, au moins en anglais. Si nous vous déplaisons, c'est notre intention. Que vous ne pensiez pas que nous voulons le faire, car c'est notre intention de vous montrer notre simple savoir-faire. Telle est notre fin, le vrai commencement. Le jeu de la ponctuation fautive, qui inverse le sens même du texte, a été plusieurs fois joué dans la littérature élisabéthaine. Il indique que la construction de la signification des textes dépend étroitement des formes, qui commandent leur transcription et gouvernent leur transmission. Contre toutes les approches critiques qui considèrent sans importance la matérialité des textes et les modalités de leur performance, Kinsey le maladroit nous fait souvenir qu'identifier les effets de sens produits par les formes, qu'elles soient celles de l'écrit, de l'imprimé ou de la voix, est une nécessité pour comprendre, dans leur historicité et leur différence, les usages et les appropriations dont les textes, littéraires ou non, ont été l'objet.